on m'a confié cette mission de parler de transformation positive, au début, j'étais contente. Et puis j'ai assez vite déchanté parce que je me suis rendu compte en peut-être 2 minutes que j'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire que ces mots que de transformation positive. Alors comme vous tous, je travaille dans une entreprise, donc, et je lis la presse, je consomme des médias, donc les mots transformation positive, j'en entends toute la journée. Certainement les mots les plus galvaudés, les plus utilisés aujourd'hui, des buzzwords, mais pour autant ils sont difficiles à saisir et moi j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Donc quand c'est comme ça, en fait Alice suit le petit lapin de ce qu'elle ne comprend pas et je me suis d'abord intéressée au mot transformation. Alors la première fois que les entreprises ont parlé de transformation, c'est à partir à peu près de 1996, avec le fameux livre Leading Change du Dr John Kotter, d'où Laurent tout à l'heure sortait son chiffre de 70% des transformations d'entreprise sont des échecs. Et j'ai envie d'enfoncer le clou de ce que disait Laurent, parce que le docteur Kotter disait à l'époque il ne parlait de transformation que d'un point de vue finalement financier, opérationnel, la transformation d'une entreprise pour rester compétitive. Et donc du coup, déjà, quand on se dit se transformer, c'est difficile, et quand on veut juste se transformer pour rester dans le coup, c'est déjà 70% d'échecs. Et donc on peut se poser la question aujourd'hui qu'on a rajouté ce mot positif, voire le troisième mousquetaire des mots à la mode impact positif, oui, mais... pour se poser la question si ça veut dire quoi la transformation positive. Autre fait extraordinaire, alors la transformation on en parle depuis longtemps, on l'étudie depuis très peu de temps, parce que la première grande méta-analyse qui a été menée sur le thème de la transformation positive, en fait elle date de 2021. C'est des chercheurs de Harvard qui ont étudié un tas d'entreprises qui avaient dit qu'elles étaient passées au travers d'un processus de transformation positive, et puis ils ont essayé d'évaluer si elles avaient réussi. Alors, c'était quoi le KPI? Comment est-ce que ces chercheurs ils définissaient cette histoire de transformation positive? Ils disaient la transformation positive, c'est quand une entreprise a changé ses activités de manière fondamentale, avec toute la gravité que je puisse mettre sur ce mot, pour avoir un impact positif sur ses activités, enfin ses résultats économiques, sur la société ou sur l'environnement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que quand même, depuis 1996, le progrès qu'on a fait, c'est que sur un mot qui, transformation, semblait déjà assez compliqué à mettre en œuvre, on a quand même chargé la barque. On y a rajouté qu'en plus ça devait être positif. Et du coup, pas de surprise, selon cette méta-analyse, on n'est pas à 70% d'échecs de transformation, on est à 78% d'échecs de la transformation positive. Pourquoi est-ce qu'on est tous venus? Pourquoi est-ce qu'on est tous venus aujourd'hui parler d'un truc qui a quand même très peu de chances de marcher? Eh bien, c'est parce que finalement, il s'est quand même passé un petit quelque chose depuis le milieu des années 90 et le moment où je pouvais retourner au lycée, passer mon bac et tout ça, et avoir toutes ces émotions que nous ont partagées Corinne et Maha tout à l'heure. Ce petit changement, c'est qu'en fait, en termes de transformation financière, de transformation pour être compétitif, de transformation pour gagner plus d'argent, les entreprises, elles se sont beaucoup améliorées. Et ça, elles y arrivent bien. Dans cette méta-analyse, on le voit. Le problème, c'est quand on veut avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement. C'est là que va se situer l'échec. C'est vraiment quand on veut avoir cet impact positif. La transformation, on y arrive. Vous me direz... Voilà, et moi on me l'a dit pendant nos études, et à peu près en 96, donc pourquoi est-ce que ça serait ennuyeux? Une entreprise, elle est là pour gagner de l'argent. C'est parce qu'elle est en train de se tirer un petit peu une balle dans le pied ou de se scier la branche sur laquelle elle est assise. Parce qu'en fait, les entreprises, elles gagnent de l'argent grâce aux gens, et les gens, ils préfèrent acheter auprès des entreprises qui ont la réputation d'avoir d'autres objectifs que de simplement gagner de l'argent.
C'est 57% d'entre eux qui le déclarent, hein, dans notre étude Meaningful Brand. Je vais y revenir après sur cette étude. Mais premier enseignement, la transformation positive, c'est d'abord et avant tout une exigence des gens. Et quand je parle des gens, et parce qu'on n'est pas tous schizophrènes et 12 dans notre tête et avec 4 personnalités et avocate le jour et rappeuse la nuit, les gens, c'est les consommateurs, les citoyens, les collaborateurs, mais en général, on est tout dans l'un, en fait. Et on ne se sépare pas. Donc cette transformation positive, en fait, elle doit commencer par les gens, et avec Souchon, j'ai envie de dire toujours, jamais content, ces gens. Et ils en pensent quoi de la transformation positive ? Bah surtout, ils en pensent que c'est beaucoup de bruit pour rien. Alors oui, ils sont compliqués, ils la veulent. Ils veulent des entreprises qui sont dans la transformation positive alors que c'est difficile, mais ils pensent que c'est du blabla. Et d'autant plus du blabla qu'en fait, ils ont d'énormes attentes. Dans Meaningful Brand, on voit qu'il y a 28% de l'équité d'une marque, c'est-à-dire 28% du pouvoir d'une marque à créer le changement des comportements des gens qui est dans les bénéfices collectifs. Les bénéfices collectifs, on les définit en se disant que c'est ce que l'entreprise fait dans la société. C'est la face citoyenne de la société. Donc ils mettent 28% de cette valeur de marque dans cette capacité à changer la société. Et puis, Katia, je crois, le disait, hein, la confiance, elle est plus forte envers les entreprises que les gouvernements pour pouvoir relever les défis auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Comme vous vous en doutez, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. Nous, les communicants, on a vu que les gens, ils aimaient bien les entreprises qui avaient des réputations hautes que faire des profits, que l'équité des marques, c'était important que ça soit dans les bénéfices collectifs. Donc, on a saisi l'aubaine, on y est allé à fond. On n'a jamais dépensé autant d'argent pour faire de la communication sur la RSE et les engagements des entreprises. Aujourd'hui, c'est à peu près 11% des investisseurs. Mais alors, le problème continue et le mystère s'épaissit, j'ai envie de vous dire, parce que les entreprises s'engagent, elles font de la RSE, elles communiquent dessus, les gens attendent ça, tout le monde devrait être content. Non, et pas du tout. 60% des Français trouvent que malgré tout cela, les entreprises, elles n'en font pas plus qu'avant pour la société. Et il y en a seulement un quart qui se disent que oui, c'est satisfaisant les actions concrètes que font les entreprises en faveur de la société. Du coup, toujours Alice, avec ma petite robe bleue, à la poursuite de mon petit lapin, je m'enfonce dans mon petit terrier et je me dis pourquoi est-ce qu'il y a cette défiance ? Les défiances, elle est due aux valeurs, en fait. Alors, Katia vous l'a abordé d'un point de vue neuroscientifique. Elle vous a expliqué comment étaient les valeurs dans le cerveau. Moi, je vais plutôt parler de la façon dont les valeurs vont s'exprimer dans la société et dans la communication. En fait, la défiance, c'est parce que les gens et les entreprises, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Comment on le sait ? On a fait une exploration en commençant par poser la question aux Français de est-ce qu'ils avaient des valeurs et, le cas échéant, sait-on jamais, lesquelles. La première chose qu'on a vue, c'est que les gens, ils ont plein de valeurs. L'amitié, la famille, la santé, l'argent, leur chien, leur chat, 30 millions d'amis quand même, et donc l'amitié. Et donc tout ça, c'était très important, les valeurs. Ils nous ont dit pourquoi c'est important. Important parce que les valeurs, elles sont essentielles. En fait, les gens, ils conçoivent que les valeurs les définissent eux-mêmes. Ils vont dire qui elles sont, ces valeurs. C'est leur essence. On va y revenir après. La deuxième chose, c'est qu'ils nous ont dit aussi que les valeurs, elles étaient devenues encore plus importantes avec la crise, que ça avait renforcé le besoin de valeur, et c'est ce que vous disiez, Katia, sur ce besoin, en fait, d'être cohérent avec le moment, et ce besoin d'être complètement explicite. Alors, les valeurs, beaucoup plus importantes avec la crise. Et puis, surtout, les gens, ils nous ont dit, en fait, les valeurs, c'est ce qui fait le tissu social. C'est ce qui va nous relier les uns aux autres. Et j'en arrive, évidemment,
aux chiffres de Meaningful Brand qui nous dit que la première raison de l'attachement à une marque, c'est que je vais avoir le sentiment que cette marque est le reflet de mes valeurs. Et ce qu'on peut se dire, c'est que les gens, c'est comme les marques, en fait. La valeur, c'est la base du lien. C'est la base du lien entre les gens, entre eux. C'est la base du lien entre les gens et les marques. Et là, pas de chance, c'est que si les valeurs sont très importantes pour créer du lien entre les gens, les collaborateurs, les citoyens, les consommateurs et les entreprises, grosso modo, ils estiment que les entreprises, elles sont super mauvaises sur cette question des valeurs. C'est super important et elles sous-performent, alors qu'elles communiquent un maximum dessus, hein, bien sûr. Alors pourquoi ce grand malentendu? Bizarrement, et encore une fois, je vous le dis, c'est très étrange parce que j'ai pas le sentiment de me transformer quand je passe la porte de mon entreprise. Je reste une personne humaine et je suis une personne humaine dans l'entreprise. Bizarrement, les entreprises et les gens, alors les entreprises, elles sont faites de gens, ils n'ont pas les mêmes valeurs. La première valeur, d'une entreprise, on a étudié tout un tas de sites d'entreprises et on a regardé quelles étaient les valeurs qu'ils allaient mettre en avant. La première valeur que va revendiquer une entreprise, c'est l'autonomie. Alors, personne n'a rien contre l'autonomie, c'est une super valeur, c'est une valeur complètement logique pour une entreprise, puisque évidemment, elle veut inventer quelque chose, la fameuse vision des entreprises, elle veut faire advenir un monde et entreprendre, prendre de l'indépendance par rapport au réel, inventer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est complètement normal, mais c'est la valeur quasiment hégémonique d'une entreprise, c'est 82% des fois où les entreprises nous parlent de valeur, elles vont nous parler de cette autonomie. Le deuxième sujet, c'est évidemment l'ambition, la réussite. Et tout ça, c'est super. Sauf que le lien avec les gens. Et donc se poser la question de qu'est-ce qui est resté coincé dans la boîte de Pandore des valeurs des entreprises. Qu'est-ce qui fait que ça ne matche pas? Parce que les gens, ils aiment bien l'autonomie, les gens, ils aiment bien l'ambition, ils aiment bien la réussite. Donc quel est le problème? Le problème, c'est que rester coincé dans cette boîte, le petit papillon de la bienveillance. En fait, c'est la dernière valeur que les entreprises affichent, et c'est intéressant ce matin, en parlant de transformation positive, de se dire que cette bienveillance, elle reste coincée dans la boîte des entreprises. Or, évidemment, fin du suspense, ce que les gens veulent comme première valeur, c'est la bienveillance. Et la bienveillance, c'est quoi? C'est la capacité de considérer l'autre, d'essayer de le comprendre, d'avoir l'envie de le regarder. Et je vais faire tomber un des mythes de la transformation positive, ou en tout cas un des raccourcis de pensée, des pré-pensées, des préjugés qu'on pourrait avoir sur ça. Même si on vient d'en parler, souvent on parle de transformation positive, on fait c'est égal à RSE, et quand on a fait RSE, on dit c'est égal écologie, développement durable, environnement. C'est un mythe parce que en fait les gens, quand ils parlent de transformation positive, ils parlent de gens, ils parlent de bienveillance et surtout ils parlent de questions sociétales, sociales. Les gens, ils ont envie que la transformation positive, elle commence avec eux, elle commence pour eux, elle commence au quotidien dans leur vie. C'est ce qui leur arrive maintenant qui est important, et ce sont tous les aspects sociétaux et sociaux qui sont les plus attendus en termes de transformation positive. Beaucoup d'entreprises ont fait beaucoup d'efforts sur l'environnement, mais ce qui est attendu là maintenant, c'est ça, c'est cette transformation positive, que ça commence par les gens maintenant. Bon, maintenant qu'on s'est raconté tout ça, que j'ai essayé de vous définir la transformation positive, de faire un peu d'histoire et tout ça, on va quand même se poser la question un peu cyniquement et parce qu'on est entre nous, est-ce que ça vaut le coup de faire de la transformation positive ? On a vu que c'était compliqué, hein. À 78% on échouait. Hein. Voilà. Et que finalement c'est plus simple de se transformer pour avoir des meilleurs résultats financiers. C'est plus facile qu'essayer de tenter l'aventure de rajouter du positif et de l'impact en plus. Je vais essayer de vous la vendre, cette transformation positive. Et pour la vendre,
désolé Katia, je vais parler ni au cerveau ni au cœur, je vais parler au vrai organe de décision, le portefeuille. C'est un grand moment pour moi. Quelque part en 1996, j'étais aussi en train d'apprendre des choses, et notamment de l'économie. Et on nous parlait beaucoup à l'époque de la doctrine Friedman. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle dit que la seule responsabilité sociale d'une entreprise, c'est de maximiser ses profits dans les limites de la loi et qu'elle est envers ses actionnaires. Je suis heureuse, avec l'aide du Forum économique mondial, de tordre l'idée que ça soit la vérité. Alors, le Forum économique mondial, ils ne sont pas connus pour leur communisme, hein. Puis surtout là-dessus, ils ont été aidés par Accenture, qui a fait plein de calculs savants et qui a montré que les entreprises qui étaient dans une démarche positive, d'impact positif, ils avaient quasiment 21% de plus de marge que les entreprises qui étaient le moins dans cette démarche. Donc, je vais citer Jay-Z, sa chanson Reminder et sa devise, qui est « Les hommes mentent, les femmes mentent, les chiffres ne mentent pas ». La transformation positive, c'est quelque chose d'hyper important, surtout aussi pour la survie même des entreprises. Pour terminer, je vais parler d'aujourd'hui. On est le 10 mai 2022. Il s'est passé plein de choses un 10 mai au cours de l'histoire de l'humanité. Une des choses importantes qui s'est passée, c'est qu'il y a un type qui est monté sur un bateau. Il s'appelait Amerigo Vespucci et il a été à la découverte d'un nouveau monde. C'était le 10 mai 1497. J'espère qu'aujourd'hui, je vous ai donné envie, ce 10 mai, aussi d'entamer ce voyage vers la transformation positive et vers ce nouveau monde qu'on peut inventer ensemble.